Il y a un vieux dicton dans l'art de la guerre. Connais ton ennemi, comprends comment il pense, comment il combat, et ce qu'il utilise pour le faire. Et l'Ukraine a pris ce conseil à cœur. Elle a pris une arme russe, l'a reconstruite de zéro, améliorée, puis utilisée pour éliminer des soldats russes. Voici l'histoire de Molnia et de sa jumelle ukrainienne, la Blizgavka. La Molnia, qui signifie éclair en russe, est un drone kamikaze à voilure fixe que la Russie a commencé à déployer en grand nombre au printemps 2024. Ce n'était pas une machine impressionnante, ni une pièce sophistiquée d'ingénierie militaire, construite principalement avec de la ferraille. Elle était assemblée dans de petits ateliers ressemblant davantage à des magasins de meubles qu'à des usines de défense. Les Russes n'ont pas réinventé la roue ici. Ils l'ont équipée d'électronique qui devait simplement assurer le strict minimum pour la navigation et les commandes de vol. C'était la façon la moins chère possible de mettre des explosifs dans les airs et de les faire voler vers les Ukrainiens. Et le drone a fonctionné, peut-être même trop bien. Avant le Molnia, le cadre général de la guerre des drones en Ukraine était relativement bien défini. Il y avait de petits quadricoptères, FPV, qui étaient des châssis de drones de course bourrés d'explosifs, coûtant entre 475 et 600 $, chacun est mortel à courte portée. Ensuite, des drones bombardiers plus lourds comme le Nemesis et le Vampire pouvaient voler jusqu'à 24 km avec de lourdes charges utiles. Mais ces quadricoptères spécialisés restaient assez chers pour n'être utilisés que sur des cibles de grande valeur. Pour les cibles moins vitales, ils construisaient des drones d'attaque longue portée pour frapper stratégiquement à plus de 160 km en territoire ennemi. Chaque catégorie avait son objectif, sa portée et sa fourchette de prix. Cependant, aucun camp n'avait utilisé à grande échelle un drone kamikaze à voilure fixe, économique, à moyenne portée. Quelque chose qui pouvait atteindre de manière fiable. 30 à 50 km derrière le front et transporter assez d'explosifs pour détruire un véhicule, effondrer un bâtiment ou anéantir un convoi logistique. Mais cela a changé avec la Molnia, qui a comblé le vide des opérations à moyenne portée, une zone morte pour les drones bon marché et les frappes en général. L'artillerie ne pouvait pas toujours l'atteindre précisément, pas si elle ne voulait pas utiliser le meilleur équipement de sa catégorie, ce qui pouvait la rendre vulnérable aux contre-attaques de l'artillerie ennemie. Mais les FPV ne pouvaient pas voler aussi loin. Pour combler ce vide, l'Ukraine ne disposait vraiment que de missiles balistiques tactiques à courte portée comme les Attack-MS ou de drones d'attaque FP2 nationaux, qui étaient tous deux assez coûteux à utiliser en nombre suffisant pour égaler les attaques de la Russie. Mais le Molni a comblé cette lacune pour un coût compris entre 300 et 800 $ par unité. Dans sa configuration la plus courante, la Molnia 2 transporte une charge utile de combat de 712 livres, vole à des vitesses allant jusqu'à 60 miles par heure et peut atteindre des cibles situées jusqu'à environ 30 miles de son point de lancement. La cellule est fabriquée en contreplaqué, en plastique et en tube d'aluminium. L'électronique est composée de composants disponibles dans le commerce, principalement provenant de Chine. Un analyste militaire spécialisé dans la guerre des drones l'a comparé à l'AK-47 des drones. Ce n'est pas impressionnant, techniquement, mais c'est simple, assez fiable et peut être produit en masse sans base industrielle avancée. Le Molnia 2 a introduit quelque chose d'autre, qui n'avait pas été largement vu auparavant dans cette catégorie d'armes. Des hélices montées sur 2 ailes, au lieu d'une seule hélice montée à l'avant. Cela le rendait plus stable avec une charge utile, améliorait sa maniabilité par vent, et réduisait le risque de défaillance en vol. Cela le rendait aussi plus polyvalent quant à ce qu'il pouvait emporter. Les charges utiles confirmées de Molnia comprenaient des ogives à fragmentation standard, des ogives thermobariques, issues du système de roquettes d'infanterie RPOA Schmel et la mine anti-char TM-62. Cette dernière ayant une puissance explosive équivalente à environ 7 kg de TNT, soit suffisamment pour faire s'effondrer un bâtiment. Le Molnia pouvait livrer l'une de ses charges à un centre logistique situé à 40 km du front, sans qu'aucun soldat russe n'ait à s'en approcher. Cette combinaison de portée moyenne, de charges utiles importantes et de coûts inférieurs à 1000 $ a été, pendant un mois, vue comme le saint graal de la guerre des drones, rendant les analystes ukrainiens réticents à affirmer qu'ils avaient la situation sous contrôle. Comme nous l'avons vu précédemment, ce qui était autrefois une distance relativement sûre par rapport à la ligne de front a simplement cessé d'être sûr, et ce n'était pas tout. Puisque la conception du drone visait à être aussi économique ou efficace que possible, vous aviez une très grande marge de manœuvre pour le modifier afin de l'adapter à certains cas d'utilisation. La Russie ne déployait pas un seul modèle de Molnia, mais plusieurs versions légèrement différentes dérivées de la base. Certains modèles avaient à l'arrière des systèmes de commande par fibre optique, limitant leur portée mais les rendant indétectables aux moyens traditionnels de brouillage électronique.
Certains modèles avaient des caméras thermiques, similaires à la vision nocturne, améliorant l'acquisition des cibles, mais augmentant légèrement le coût en électronique avancée. D'autres modèles, quant à eux, excluaient complètement le concept de drone kamikaze. Au lieu d'être équipé d'une seule charge explosive destinée à être déclenchée à l'intérieur d'une cible, la Molniya contenait plutôt des caméras haute définition et des stabilisateurs gyroscopiques, ce qui lui permettait de prendre des images de haute qualité de la ligne de front et de les transmettre à l'opérateur. De plus, le fait que le drone soit essentiellement fabriqué à partir de morceaux de technologie disparates signifie que le processus de fabrication est réparti. Tant qu'une usine peut assembler les pièces, elle peut créer de nouveaux drones à partir d'éléments importés. Une frappe sur une usine de fabrication ne fait que retarder la production jusqu'à ce qu'une autre récupère les pièces restantes. Mais l'Ukraine a réussi non seulement à copier le concept, mais aussi à l'améliorer. Le Molniya original avait de vrais problèmes structurels, comme des composants collés avec de la colle chaude qui se liquéfiait sous la chaleur estivale. Le lancement du drone exigeait une coordination précise entre plusieurs personnes, car une erreur empêchait le décollage ou provoquait un crash. Bien que cela puisse sembler anodin, dans des conditions de combat où la fenêtre de lancement peut ne durer que 5 minutes, un drone qui nécessite un effort parfaitement synchronisé de 4 personnes pour décoller devient un handicap. La Bliskavka, ce qui signifie éclair, a résolu ces deux problèmes. Les composants endommagés ont été remplacés par des pièces imprimées en 3 dimensions, capables de supporter des plages de température plus larges et à un usage répété. Le lancement est désormais automatisé. Une fois les paramètres de vol saisis, le drone décolle seul, éliminant tout risque d'échec lié à la coordination humaine. Les ingénieurs ukrainiens ont standardisé les connecteurs sur toute la structure, facilitant ainsi une maintenance et un remplacement des composants plus rapides et sûrs sur le terrain. Les systèmes de communication ont été améliorés, et le processus d'assemblage a été renforcé afin de garantir une plus grande homogénéité entre les unités. Le résultat fut un drone coûtant environ 810 $ par unité, surpassant l'original en termes de fiabilité, de portée et de facilité de déploiement. La Bliskavka atteint des vitesses allant jusqu'à 68 miles par heure, peut voler pendant 80 minutes et atteindre des altitudes de 2000 mètres. Avec un drone relais, étendant sa portée de communication, elle frappe des cibles jusqu'à 50 miles de son point de lancement, soit le double de la portée de la Molniya originale. Ce concept de drone relais faisant office de retransmetteur est en soi une solution ingénieuse. Un petit drone FPV positionné plus près de la zone opérationnelle retransmet le signal de contrôle, doublant ainsi effectivement la portée de la Bliskavka sans nécessité de connectivité satellite pour chaque mission, ce qui finirait par être un peu trop cher pour l'un des modèles les moins coûteux du marché. La Bliskavka est conçue comme une plateforme de frappe à usage unique, transportant une ogive interne unifiée d'environ 89 kg pour porter un coup direct à sa cible. En revanche, la modularité et la configuration de la charge utile existent dans des systèmes comme le Jetmax, capables de transporter 2 charges lourdes ou jusqu'à 8 munitions plus petites pour frapper l'infanterie, les véhicules légers et les infrastructures non protégées. Cette flexibilité signifie qu'un seul type de plateforme peut couvrir un large éventail de catégories de cibles, sans nécessité de variantes spécialisées distinctes pour chaque profil de mission. Lors du sommet Defense Tech Valley à l'automne 2025, le Bliskavka était déjà livré au front. Viridrone, l'entreprise à l'origine de ce projet, a simultanément dévoilé d'autres plateformes lors du même événement, notamment le drone de reconnaissance Sokiel, destiné à la production en série, et le véhicule terrestre sans pilote Jankoi, qui est équipé de Starlink et capable de transporter plus de 450 kg de charge utile. Cela signifie que l'Ukraine ne développe pas le Bliskavka de manière isolée. Il fait partie d'un portefeuille croissant de systèmes construits autour de la même philosophie. Identifier le besoin, le combler à moindre coût, le déployer rapidement. En revanche, le Bliskavka partage les limitations fondamentales de sa catégorie à voilure fixe. Il est moins maniable qu'un quadricoptère FPV. Il ne peut pas faire du vol stationnaire. Il ne peut pas interrompre son approche et se repositionner en cours d'approche de la même manière réactive qu'un multirotor. Les vents forts sont nuisibles et le brouillard peut l'immobiliser. Un opérateur a dit attendre la dissipation du brouillard avant de entamer la mission. Un drone à voilure fixe est moins maniable qu'un FPV face à un véhicule en mouvement ou à une cible qui change de position entre le lancement et l'arrivée, car ce dernier peut poursuivre et ajuster sa trajectoire à tout instant, se déplaçant dans toutes les directions sans devoir s'orienter. Mais c'est là que l'argent entre en jeu. Le drone lourd Nemesis, qui peut stationner en vol, se repositionner, interrompre une attaque en cours et retourner à la base pour être réarmé.
coûte de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars par appareil et nécessite une équipe au sol, un site de lancement sécurisé, du matériel Starlink et 2 opérateurs formés par poste. Le BlizzGAFK coûte bien moins cher et une équipe de 4 peut le préparer en 10 minutes et le lancer avec une catapulte pneumatique depuis un champ. Le BlizzGAFK n'essaie pas de faire ce que fait le Nemesis. Il essaie de faire ce que fait l'artillerie, c'est-à-dire atteindre des distances moyennes et frapper des cibles, mais à un coût inférieur à celui d'un obus, et avec plus de précision qu'une salve. Dans ce rôle, les limitations de l'Elfix sont des compromis acceptables. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les développements de drones en Ukraine, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous publions chaque jour des vidéos sur l'actualité en Ukraine et la géopolitique mondiale. Maintenant, bien que l'Ukraine ait réussi à imiter le succès du Molnia en termes de puissance offensive, ces drones n'ont finalement aucun moyen réel de se cibler les uns les autres. Leur objectif principal est de mener des frappes sol-sol, et non à des combats aériens à petite échelle. L'Ukraine devait se protéger d'une façon ou d'une autre contre les drones russes. La réponse est un système en couches, et cette superposition est significative. Une combinaison de mesures est nécessaire contre le Molnia. Reconnaissance des itinéraires et équipes de tir, guerre électronique, protection technique dans les zones clés et procédures de sécurité renforcées lors des déplacements. Ce que cela donne en pratique, c'est une réalisation stupéfiante de tactiques militaires, de progrès technologiques et d'ingénierie née de la nécessité. Les systèmes de guerre électronique forment la première ligne, perturbant le contrôle radio des Molnia avant qu'ils n'atteignent leur cible. La deuxième couche cinétique se compose de petites équipes anti-drones, dotées d'armes à feu et de matériel de défense aérienne adapté. La troisième couche consiste en des barrières physiques. Par exemple, sur la route Izium-Slobiansk, un tunnel de filet de 40 km a été construit pour protéger les routes logistiques contre les drones russes. Le filet a été conçu et installé pour intercepter les drones à voilure fixe volant à basse altitude sur les principales routes d'approvisionnement. Les filets anti-drones sur les véhicules, autour des postes de commandement et au-dessus des couloirs de déplacement des troupes sont désormais la norme. Enfin, l'Ukraine a également fabriqué des drones intercepteurs dédiés, qui sont de petits quadricoptères déployant soit de petits explosifs, soit des armes à fragmentation modifiées, soit des équipements contondants pour abattre les drones ennemis. Pour illustrer ce point, l'Ukraine a produit 100 000 drones intercepteurs, rien qu'en 2025, avec un taux de réussite des missions de combat supérieur à 60%, à un coût moyen 25 fois inférieur à celui d'un missile de défense aérienne occidentale pour la même interception. Ce que nous observons, c'est l'écosystème anti-drones en constante évolution. L'Ukraine a construit quelque chose que des armées plusieurs fois plus grandes n'ont pas réussi à faire. Une architecture complète, et en couche de lutte anti-drone, qui fonctionne sur plusieurs domaines simultanément, qui est constamment mise à jour en fonction des retours du terrain, et qui est suffisamment peu coûteuse pour maintenir son ampleur. Les progrès du drone Molnia et d'autres drones russes forcent l'Ukraine à la construire. Et ce faisant, la Russie a peut-être offert à l'Ukraine un cadre défensif qui survivra à cette guerre. Pendant ce temps, l'Ukraine développe simultanément ses propres capacités offensives de drones, bien au-delà de tout ce que la Russie a déployé dans des gammes de prix comparables. Les bombardiers lourds du régiment Nemesis, dotés de Starlink, opèrent à plusieurs centaines de kilomètres. Les drones d'attaque ukrainiens à moyenne portée transportent des ogives de plus de 90 kg et ont été utilisés pour frapper des stations radars, systèmes de défense aérienne et avions russes. Ce ne sont pas des armes d'appui rapprochées sur le champ de bataille, ce sont des moyens de frappe de précision en profondeur, opérés par des équipages qui sont loin de la cible. L'implication stratégique de l'utilisation des drones de cette manière est quelque chose qui n'a vraiment jamais été vu dans la guerre moderne. Jusqu'à présent, l'avantage principal de la Russie a été sa volonté de sacrifier des vies humaines, en utilisant des assauts en vagues humaines, et des opérations d'infanterie de masse, tout en acceptant des pertes catastrophiques, pour avancer petit à petit. Une guerre de drones, où l'opérateur se trouve à des dizaines ou centaines de kilomètres du front, retire presque totalement cet outil à la Russie. On ne peut pas menacer un opérateur dans un bureau, ni user une unité à coups d'artillerie quand les opérateurs sont protégés par Starlink et un écran. L'Ukraine construit systématiquement une armée où le travail le plus dangereux est de plus en plus effectué par des machines, opérées par des humains qui sont hors de portée. Et les responsables de l'armée ukrainienne affirment avoir marqué l'histoire militaire à la fin de 2025 en déployant un seul drone terrestre armé d'une mitrailleuse montée pour tenir une position en première ligne pendant près de 6 semaines. Comme l'a expliqué Mykola Zinkovitch du 3e corps d'armée ukrainien, seul le système UGV, abréviation de véhicule terrestre sans pilote, était présent à cette position. C'était le concept central. Il a ensuite résumé la stratégie en 4 mots.
Les robots ne saignent pas. Comment l'Ukraine en est-elle arrivée là? Eh bien, la Blitzkavka n'est pas le premier cas où l'Ukraine voit la Russie introduire une nouvelle capacité de drone, l'étudie, la rétro-ingénierie, et déploie une version ukrainienne en quelques mois. La même chose s'est produite avec les drones FPV à fibre optique. Ils ont d'abord été déployés par la Russie au printemps 2024. Plus précisément, le 7 mars 2024, des médias ukrainiens ont partagé des images d'un drone FPV russe à fibre optique capturé, qui utilise une fine bobine de câble à fibre optique au lieu de signaux radio, le rendant totalement insensible au brouillage électronique. Dès le 18 mars, Dronaria, un groupe ukrainien de développement de drones, avait présenté son propre prototype de drone à fibre optique. Il n'a fallu que 11 jours pour passer d'un matériel ennemi capturé à des prototypes ukrainiens fonctionnels. Dans cette guerre technologique du chat et de la souris, l'Ukraine est souvent vue comme plus innovante, grâce à des ingénieurs et bénévoles motivés, évoluant dans un cadre plus flexible. Souvent, si un nouveau produit ou une solution ukrainienne s'avère efficace sur le champ de bataille, comme l'utilisation précoce du drone FPV basique, la Russie a tendance à le copier et à augmenter la production ou les achats. Avec la fibre optique, la Russie a été la première, l'Ukraine a réagi en 2 semaines avec un prototype et a déployé des versions opérationnelles en quelques mois. À la fin de 2024, alors que les usines chinoises augmentèrent leur production, alimentées par d'importantes commandes russes, le coût des bobines de fibre optique a chuté de façon spectaculaire, passant de jusqu'à 1500 $ par bobine en 2023 à environ 500 $ pour une bobine de 10 km en 2025 avec des drones à fibre complet, coûtant entre 1000 et 1500 $. Les deux camps bénéficièrent de la baisse des coûts. La Russie achetait la fibre optique directement, tandis que l'Ukraine profitait du fait que les pays occidentaux en avaient déjà en stock ou pouvaient en acheter à la Chine. Cela a permis à la Russie d'utiliser efficacement des drones à fibre optique, immunisés contre le brouillage électronique grâce à leur connexion, frappant des cibles de façon fiable et perturbant les opérations ukrainiennes. Le même cycle s'est répété avec le Molnia. La Russie le déploie, l'Ukraine en capture des exemplaires, les ingénieurs ukrainiens les démontent, identifient les défauts, et en construisent une version améliorée. La Blitzkavka est en service en première ligne. Ce cycle continue de fonctionner pour l'Ukraine, pour une raison structurelle précise. Le développement militaire de la Russie, même ses efforts d'innovation bénévoles et issus de la base, fonctionnent dans une structure de commandement centralisée qui nécessite des chaînes d'approbation, des processus d'acquisition et une validation institutionnelle. Le système ukrainien fonctionne principalement grâce à une combinaison de réseaux décentralisés d'ingénieurs bénévoles et d'un système centralisé intelligent qui recueille des informations depuis la ligne de front et les transmet aux fabricants et aux concepteurs. À cette échelle, le développement des systèmes militaires ukrainiens peut passer du prototype à la codification, puis au déploiement en première ligne en une fraction du temps. Lorsqu'un ingénieur de peloton ukrainien en première ligne construit un drone hybride à fibre optique et radio, qui coûte à peine plus cher qu'un modèle standard et résout un problème de défaillance récurrente, un fabricant peut rapidement formaliser la conception et produire une série d'essais. Le système de test distribue ensuite les prototypes sur toute la ligne de front, en suivant leur progression en termes de performance réelle avant de décider d'un développement formel ou de modification ultérieure. Ce mode de développement est bien en avance sur les méthodes traditionnelles d'approvisionnement et de tests russes, voire occidentales. Et c'est parce que l'Ukraine n'a tout simplement pas le temps d'attendre. L'Ukraine n'a pas la population de la Russie. Elle n'a pas l'échelle industrielle de la Russie. Elle n'a pas le taux de production d'obus d'artillerie de la Russie, ni ses réserves de chars. Mais sa culture d'ingénierie réagit aux problèmes du champ de bataille en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Un système d'approvisionnement flexible pour officialiser en quelques semaines la modification de terrain d'un ingénieur de peloton. Et une approche de la guerre par drone qui a été perfectionnée au cours de 4 années des combats de systèmes sans pilote les plus intenses de l'histoire militaire. Mais surtout, l'Ukraine sait très bien qu'elle est pressée par le temps. Si la Russie décide d'appuyer sur le bouton nucléaire, l'Ukraine n'a aucune réponse contre cela. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire avec des drones en première ligne quand vous ne disposez que d'environ la moitié des effectifs militaires actifs. Tant que ce cycle de développement en riposte persiste, l'Ukraine ne suit pas seulement l'innovation russe en drone, elle conserve son avance. Parce qu'améliorer un modèle éprouvé est toujours plus rapide qu'en inventer un à partir de zéro. Actuellement, l'Ukraine excelle à récupérer ce que la Russie abandonne et à le lui retourner plus puissamment. La Russie a conçu un marteau bon marché. L'Ukraine l'a ramassé, l'a aiguisé et a commencé à le retourner contre eux. Et si vous voulez savoir comment l'Ukraine répond avec des armes encore plus dévastatrices, regardez cette vidéo. Et pour rester informé des derniers développements,
en géopolitique mondiale et en matière de guerre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.